Bonjour, c'est Benjamin de naturacoach.com, le site qui vous aide à retrouver santé, minceur et énergie au naturel. Aujourd'hui, je vous parle de l'une des boissons les plus consommées au monde, le café. Dans cette vidéo, je vais vous apprendre quelle est la meilleure façon de préparer du café, quels sont ses effets sur votre santé, la quantité idéale à consommer chaque jour pour avoir les avantages sans les inconvénients, et enfin, comment choisir du bon café. On regarde tout ça juste après le générique. Pour commencer, rappelons d'où vient le café. C'est donc la boisson obtenue à partir des graines du caféier, cet arbuste originaire d'Éthiopie, plus particulièrement de la province de Kaffa, d'où le nom. Il aurait ensuite été cultivé au Yémen sous le nom de kawa, puis introduit en Europe vers 1600 par des marchands vénitiens, où il va rencontrer un très grand succès, notamment aux Pays-Bas, avant de voir sa culture se développer dans d'autres pays tropicaux au XVIIIe et au XIXe siècle, notamment dans les colonies européennes comme en Amérique du Sud et en Afrique de l'Ouest. Et aujourd'hui, les principaux pays producteurs sont donc le Brésil de très loin, le Vietnam et la Colombie, et les plus gros consommateurs sont les Pays-Bas et les pays scandinaves. Il existe deux variétés de caféiers. D'une part, le Robusta, qui tire son nom d'arbres plus robustes et qui représente environ 35% de la production mondiale, et d'autre part l'Arabica, qui représente lui les 2/3 de la production mondiale et qui était jusqu'au 19e siècle la seule variété cultivée. La différence entre les deux est que le Robusta contient 2 à 3 fois plus de caféine, mais que l'Arabica est considéré tout de même comme étant de meilleure qualité. Pour savoir choisir du bon café, il faut comprendre comment il est fabriqué, et vous savez que sur NaturaCoach, apprendre à choisir les meilleurs produits est un point fondamental dont je suis le seul à parler dans mes vidéos et mes programmes. Premièrement, la récolte des cerises de caféier peut se faire soit manuellement, ce qui permet de choisir les fruits les plus mûrs, soit de manière mécanique, on parle d'égrappage. On utilise une machine qui va racler les branches des caféiers et récolter toutes les cerises, ce qui malheureusement donnera un mélange non homogène et donc un café plus amer. Deuxièmement, il faut ensuite séparer la chair du fruit de la fève, soit en faisant sécher les fruits quelques jours au soleil et la chair va sécher et se dissoudre naturellement, soit de manière mécanique avec ce qu'on appelle une déceriseuse qui va donc séparer la pulpe du fruit de la fève et ensuite laver ces mêmes fèves. Pour obtenir des grains de meilleure qualité, on peut les laisser fermenter et ensuite on va enlever la fine pellicule blanche qui entoure les fèves pour obtenir ce qu'on appelle le café vert qui est ensuite trié et calibré, et c'est ce café vert qui est exporté vers les pays consommateurs. Dernière étape dans les pays de destination, les grains sont torréfiés, c'est-à-dire chauffés jusqu'à 200 degrés en moyenne pour développer leurs arômes, et ils sont ensuite en général moulus et conservés sous vide. À partir de cette matière première, il existe différentes méthodes de préparation. Instantanée avec du café soluble, en infusion avec une cafetière à piston, la décoction qui est la méthode pour préparer le café turc où l'on mélange du café moulu avec de l'eau qu'on porte à ébullition dans une casserole dédiée. Il y a également la lixiviation qui est le fait de faire passer de l'eau bouillante dans un filtre rempli de café moulu. C'est en fait le principe des cafetières électriques à filtre classique. Nous avons ensuite la percolation, c'est le système des cafetières italiennes où la vapeur sous pression passe au travers de la mouture pour retomber en café. Et enfin, nous avons la percolation sous haute pression avec de l'eau chaude sous haute pression qui traverse le café moulu. On retrouve cette technique soit dans les machines professionnelles dans tous les cafés, quand vous allez prendre un café dans un café, soit dans les appareils à capsule type Nespresso. Chaque technique a ses défenseurs, mais l'on voit depuis quelques années une explosion du marché des machines à dosette à capsule type Nespresso, qui ont quelques défauts dont je vais vous parler dans quelques instants. Et Le goût, bien entendu, donc, est différent suivant les méthodes utilisées, ma préférence personnelle allant vers les cafetières italiennes.
Mis à part ces questions de goût, la principale différence va se faire au niveau de la teneur en caféine. Pour une tasse de 250 ml, il y a 189 mg en moyenne de caféine pour une tasse de café filtre, 142 mg pour du café infusé, 124 mg pour un café au percolateur, 89 mg pour un espresso. À titre de comparaison, dans le thé, vous avez entre 30 et 50 mg de caféine. Et justement, en parlant de caféine, regardons maintenant les effets du café sur votre santé en s'intéressant particulièrement à deux substances, la caféine donc et les antioxydants. Tout d'abord pour la caféine. Vous le savez tous, elle augmente la vigilance en stimulant le système nerveux central et elle peut même à haute dose être aussi efficace que des stimulants délivrés sur ordonnance comme les amphétamines. Pour rentrer un petit peu plus dans le détail, dans le cerveau, la caféine bloque l'action d'un neuromodulateur qui s'appelle l'adénosine, qui en temps normal provoque l'endormissement et dilate les vaisseaux sanguins pour améliorer l'oxygénation du cerveau pendant le sommeil. La caféine va stimuler aussi l'hypophyse, qui est une petite glande dans le cerveau qui va elle-même activer les glandes surrénales qui vont produire les hormones du stress comme l'adrénaline. Et c'est ce phénomène qui va vous permettre de comprendre pourquoi il ne faut pas abuser du café, comme je vais vous l'expliquer dans quelques instants. Mais regardons tout d'abord les effets positifs de la caféine sur votre organisme. Premièrement, elle améliore certaines performances intellectuelles en diminuant les temps de réaction et en augmentant l'attention et la concentration, et donc l'apprentissage. Elle augmente la libération des catécholamines qui permettent une meilleure utilisation des graisses comme source d'énergie. Pour les sportifs, elle améliore le stockage du glycogène et la force de contraction musculaire, et donc une prise avant les entraînements pourrait améliorer un petit peu les performances. Avec une prise inférieure à 300 mg par jour, elle diminuerait l'anxiété. Par contre, inversement, avec une prise de plus de 450 mg, les études montrent que la caféine augmenterait cette fois-ci l'anxiété et la nervosité. Autre point très intéressant, plusieurs analyses montrent que la caféine diminuerait les risques de souffrir de la maladie de Parkinson. Par exemple, une prise de 300 mg de caféine par jour diminuerait ce risque de 25%. Il est à noter que cet effet semble surtout visible chez les hommes, chez les femmes. Les traitements hormonaux pris à partir de la ménopause diminueraient cet effet protecteur de la caféine. Et enfin, pour les personnes souffrant déjà de la maladie de Parkinson, la caféine pourrait réduire un petit peu les symptômes moteurs comme les tremblements. Et enfin, une étude a montré une diminution des risques de cancer de la peau, mais le mécanisme de la caféine n'est pas clair. Et une autre étude a montré une diminution du syndrome des yeux secs. Tous ces effets sont très intéressants, mais il faut aussi regarder maintenant les aspects négatifs de la caféine. Le principal problème vient de cet effet excitant. Comme je vous le disais tout à l'heure, la caféine stimule la production des hormones du stress. Premièrement, le fait d'en consommer beaucoup peut créer un effet de dépendance qui se constate très bien en cas d'arrêt de la consommation de café, où les personnes peuvent ressentir pendant quelques jours des effets secondaires comme des maux de tête. Et deuxièmement, votre organisme va finir par s'habituer et les effets de la caféine peuvent diminuer. Vous aurez l'impression de devoir boire plus de café pour obtenir les mêmes effets. Sachant qu'en plus, la majorité des plus gros consommateurs de café sont souvent des gens fatigués, stressés, surmenés, vous allez décupler sur votre organisme les effets de ce stress par votre consommation élevée de café. Il faut bien comprendre que notre organisme a évolué pendant des millions d'années pour augmenter notre vigilance et nos chances de survie face à un danger, par exemple un prédateur, donc face à un stress occasionnel, mais que nous ne sommes pas adaptés pour le stress chronique de nos vies modernes, notamment au travail. Stress chronique qui en plus va être décuplé par une consommation très élevée de café, comme je vous le disais, ce qui à moyen terme peut avoir des effets très négatifs sur votre santé, notamment de la fatigue, de l'épuisement, de la nervosité. Et c'est souvent à partir de là que certains d'entre vous rentrent dans un cercle vicieux où vous êtes stressé par votre travail par exemple, vous dormez mal, donc vous buvez encore plus de café, vous avez du mal à vous endormir le soir ou à vous réveiller le matin, alors vous buvez encore plus de café et donc vous augmentez encore plus le stress, donc le manque de sommeil, sachant que ce manque de sommeil peut dérégler l'appétit et augmenter fortement le grignotage.
Et c'est comme cela qu'au bout de quelques années, vous vous retrouvez en burn-out, épuisé et avec 10 kilos en plus. Et je suis persuadé que si vous n'êtes pas concerné directement, vous avez au moins une personne dans votre entourage qui est dans cette situation. Dans ce cas de figure, mon conseil est donc plutôt d'arrêter complètement le café, au moins pendant quelques temps, et de plutôt vous concentrer sur la qualité de votre sommeil et la gestion du stress. Il est bien entendu que l'alimentation et un petit peu d'activité physique ont également un rôle fondamental à jouer là-dedans. Et à part les personnes très stressées, ceux qui doivent faire attention à leur consommation de caféine sont les plus fragiles, à savoir les enfants et surtout les femmes enceintes. D'ailleurs, une étude très récente vient de montrer que la caféine qui traverse le placenta pour atteindre le fœtus peut lui être toxique en diminuant le poids à la naissance, et l'effet serait visible dès 100 mg de caféine par jour, soit l'équivalent d'un café, de 2 à 3 tasses de thé ou de 3 canettes de coca. Parlons maintenant de l'autre substance intéressante présente dans le café, les antioxydants. Antioxydants qui auraient plusieurs effets bénéfiques sur votre santé. Premièrement, ils diminueraient les risques de développer un diabète de type 2. Le mécanisme n'est pas parfaitement compris encore, mais il semble que c'est l'acide chlorogénique qui ralentit l'absorption du glucose dans le sang. Selon plusieurs études épidémiologiques, il semblerait que les antioxydants du café pourraient diminuer les risques de développer un cancer du sein, un cancer colorectal ou un cancer gastrique. Et enfin, ces antioxydants seraient également bénéfiques pour le système cardiovasculaire, mais comme la caféine augmente légèrement la tension et que l'huile des grains de café peut augmenter légèrement le taux de cholestérol, l'effet global du café sur la santé cardiovasculaire est plutôt ambigu. Pour finir avec les effets négatifs du café, on peut évoquer les problèmes et la sensibilité chez les personnes souffrant de reflux gastrique ou d'ulcères à l'estomac, une diminution de l'absorption du fer présent dans les végétaux si le café est consommé au cours du même repas, et enfin, le café pourrait augmenter les fuites de calcium et donc les risques d'ostéoporose, mais c'est un point qui demande encore à être confirmé par d'autres études. À partir de là, la question que vous vous posez tous est combien de café je peux boire par jour? Mon conseil, pour avoir les bénéfices sans les effets négatifs, limitez-vous à 2 tasses maximum par jour, et si vous êtes particulièrement stressé, essayez même de l'éliminer pendant quelques temps. Il y a bien entendu une alternative plus douce avec le thé, dont les vertus pour la santé sont certainement plus nombreuses. Il y a également le maté si vous n'aimez pas le goût du café ou du thé. Et pour ceux qui recherchent particulièrement l'effet de la caféine, il y a une autre plante qui en contient beaucoup, à savoir le guarana. Caféine que vous pouvez trouver aussi en poudre dans les rayons et sur les sites de produits pour sportifs, car comme je l'évoquais, elle peut améliorer légèrement les performances si vous prenez juste avant une séance, la quantité optimale semblant être d'environ 3 mg par kilo de poids corporel. Si vous buvez du café, sous quelle forme le prendre? Alors là, je vais être très clair, c'est nature. Pourquoi? Si vous avez besoin d'ajouter du sucre ou de la crème parce que vous ne supportez pas le goût du café, il faut sérieusement remettre en question votre habitude. En effet, il ne faut pas vous gaver d'un aliment dont vous ne supportez pas le goût, ou peut-être que vous buvez du café de mauvaise qualité, et à ce moment-là, il faut également en changer. Ensuite, si vous ajoutez du sucre et que vous avez l'habitude de regarder mes vidéos, vous savez qu'il faut tout faire pour l'éviter. Si vous ajoutez un édulcorant, dans 99% des cas, ce sera de l'aspartame, donc il vaut mieux éviter également. Et si vous voulez ajouter du lait ou de la crème, il faut savoir que plusieurs études ont montré que les protéines de lait diminuent l'absorption des antioxydants et donc l'impact positif du café. Et encore une fois, si vous n'aimez pas le café, n'en buvez pas. Dernière partie, comment choisir du bon café? Je vais faire très court. Premièrement, entre l'Arabica et le Robusta, je vous l'ai déjà dit tout à l'heure, il faut préférer l'Arabica qui est de meilleure qualité. Deuxièmement, par rapport à l'origine. Ici, il y a de très nombreux avis, mais selon certains, les meilleurs cafés viennent d'Éthiopie et de Colombie. Personnellement, ma préférence va à l'Éthiopie. Ensuite, il faut savoir que le café est la deuxième matière première la plus échangée au monde après le pétrole. Le prix est fixé pour un cours mondial à la bourse de New York pour l'Arabica et à la bourse de Londres pour le Robusta.
C'est pour cela que le café est l'un des produits où le commerce équitable s'est le plus développé. À la base, le commerce équitable est un mécanisme où les négociants s'engagent à acheter à un prix minimum la matière première auprès des producteurs pour leur permettre de vivre correctement de leur travail. Après, il ne faut pas être naïf, on trouve de tout dans le commerce équitable. Nous avons d'un côté les grosses multinationales comme Nestlé, Procter & Gamble, Lavazza, qui payent le prix minimum auprès des producteurs. Le commerce équitable ne représente que quelques pourcents de leurs achats totaux, mais elles le mettent énormément en avant pour améliorer leur image. D'un autre côté, nous avons des petites marques qui, elles, vont payer un peu, voire beaucoup plus que le prix minimum pour mieux soutenir les producteurs. Il existe plusieurs labels, le plus connu et le plus important étant Max Havelaar, qui peut cacher de nombreuses réalités différentes comme je viens de vous l'expliquer, mais au final, il vaut tout de même mieux privilégier des produits étiquetés commerce équitable en préférant simplement des petites marques. Maintenant, deuxième critère dont je vais vous parler, est-ce que le bio a un intérêt pour le café? Et ma réponse est oui. En effet, les caféiers sont des plantes très traitées aux pesticides, sachant qu'en plus, quand les grains de café sont lavés, ces pesticides partent en partie dans l'eau et finissent dans les rivières et les nappes phréatiques. Ensuite, pendant la phase de stockage, on utilise souvent des insecticides en agriculture conventionnelle, en non bio, et enfin, les plantations industrielles participent à la déforestation, comme au Vietnam, ce qui fait qu'en plus, les arbustes sont exposés en plein soleil, alors que pour développer des arômes de qualité, les caféiers doivent pousser à l'ombre des autres plantes environnantes, ce qui est normalement le cas des cafés bio de qualité. Forcément, le bio coûte un peu plus cher à produire et il est donc normal pour mieux soutenir les producteurs de l'associer avec un label de commerce équitable. Enfin, par rapport à votre portefeuille, la vraie différence va se faire par rapport au format, par rapport à la méthode de préparation. Ce qui va me permettre de parler du dernier sujet de cette vidéo, les machines à capsules à dosette. Ces appareils connaissent un succès grandissant ces dernières années, mais sont-elles vraiment intéressantes? Leur plus gros défaut est le prix. En effet, il faut savoir que les marques comme Nespresso, qui est le leader mondial, se font de l'argent surtout sur les dosettes, pas sur les machines. Pour mieux vous illustrer, voici quelques chiffres. Des capsules de la marque Nespresso vont vous revenir entre 60 et 80 euros le kilo. Entre 50 et 60 euros chez les marques concurrentes, alors que du café moulu de qualité coûte entre 15 et 20 euros le kilo. Pour les gros consommateurs de café, cela peut faire plusieurs centaines d'euros de différence sur l'année. Par exemple, avec 2 cafés par jour, on est à 200 euros de plus avec du Nespresso qu'avec du café moulu. Ensuite, la plupart des marques fabriquent leurs dosettes en aluminium, ce qui pose 2 problèmes. Des particules d'aluminium se retrouvent forcément dans l'eau. Et il faut savoir que l'aluminium favorise les maladies neurodégénératives comme Parkinson sur le long terme. Même s'il s'agit de quantités infimes, elles viennent s'accumuler, s'ajouter avec toutes les autres sources de votre vie quotidienne, comme l'eau du robinet, certains aliments industriels, l'aluminium qui peut venir de différents contenants alimentaires. Le deuxième problème de l'aluminium, c'est le recyclage. Car il faut savoir que les capsules sont trop petites pour être traitées dans le tri sélectif. Nespresso met en avant le fait de mettre des poubelles dédiées dans ses magasins et affiche en gros sur son site sa capacité à recycler 75% des capsules vendues, mais il faut donc bien comprendre qu'il s'agit d'une capacité, pas du taux de recyclage réel, qui lui ne doit pas dépasser 25% dans la plupart des pays. Heureusement, maintenant on trouve certaines marques compatibles qui proposent des capsules végétales biodégradables, ce qui est certainement préférable, et il existe aussi des capsules rechargeables avec du café moulu. Enfin, dernier défaut du café en capsule, il s'agit de sa teneur élevée en furane. Il s'agit d'une substance chimique qui peut être produite soit lors du chauffage des grains de café pendant la torréfaction, soit également de manière industrielle à partir de maïs ou de blé, et l'on s'en sert notamment comme solvant dans les résines que l'on retrouve dans les emballages alimentaires. À haute dose, ce produit est cancérigène pour le foie. Des chercheurs de l'Université de Barcelone ont même mesuré les taux de différents cafés et ont trouvé que ceux préparés avec des capsules avaient des taux beaucoup plus élevés. Les capsules étant hermétiquement fermées, cela empêche en fait le furane de s'évaporer, ce qui est le cas avec du café moulu classique.
Ils ont même été jusqu'à tester toutes les couleurs de capsules chez Nespresso, les taux les plus élevés ayant été découverts dans le décaféiné et le ristretto. Alors il ne faut pas non plus paniquer, car il faudrait boire 20 cafés par jour pour dépasser le niveau de toxicité, mais cela reste tout de même un défaut par rapport aux autres méthodes de préparation. Et bien entendu, Nespresso appartient à Nestlé, qui est la plus grosse entreprise agroalimentaire du monde et qui représente donc tout ce que je dénonce dans mes différentes vidéos et que j'essaye de vous enseigner. Ils ne vont pas apprécier que je critique leur poule aux œufs d'or, mais ça fait longtemps que je dois être sur leur liste noire et je ne suis pas là pour leur faire plaisir, mais pour vous aider à prendre soin de votre santé. Vous savez désormais tout sur le café, comme avec beaucoup d'aliments, il s'agit d'en consommer moins mais de meilleure qualité, et pourquoi pas de vous mettre à une autre boisson comme le thé. Dites-moi dans les commentaires ci-dessous quelle est votre consommation de café, si vous avez déjà ressenti cet effet de stress ou de fatigue, ou quelle est votre méthode de préparation préférée. Et pour ceux d'entre vous qui voudraient tout apprendre sur leur alimentation, inscrivez-vous au programme Natura Coach disponible à cette adresse. Et moi je vous dis à très vite sur naturacoach.com.